Une marque, c'est un monde, en fait c'est une utopie dans laquelle on va inviter des personnes à venir. Donc ça veut dire que la marque va choisir finalement ses clients. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre la marque et le marketing. Le marketing est centré sur le client et ses attentes, et il répond à des problèmes. La marque est fondée sur un projet. Toutes les grandes marques qui structurent la société ont une utopie qui est très claire. Prenez l'utopie Ikea, l'utopie Apple, l'utopie McDonald's. On peut dire ce qu'on veut, McDonald's a permis à tout le monde d'aller au restaurant. C'est une utopie. C'est pour ça que la solution, c'est certainement pas d'utiliser des mots gélatineux pour faire des plateformes de marque. C'est de s'engager dans une direction qui est assumée, mais qui forcément sera discriminante. Une marque ne peut pas plaire à tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle pour ce nouvel épisode de Nouvelle Jungle. Alors, c'est le podcast qui décortique les nouveaux débats auxquels sont confrontés les dirigeants et les entreprises. Alors, si vous travaillez dans la com, ce débat est pour vous, puisqu'on va parler aujourd'hui de marque, d'imaginaire, de récit avec mon invité. Bonjour Benoît Elbrun. Bonjour Gilles, merci pour votre invitation. Avec plaisir, je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui au micro de Story Jungle. Alors, vous êtes, Benoît, vous êtes professeur de marketing à l'école, donc ESCP Business School. Vous êtes philosophe et penseur des marques et de la consommation. Et vous êtes auteur de nombreux livres, je peux citer donc des livres récents, Peut-on consommer autrement, Psychologie de la manipulation, ce que nous cache le mythe du pouvoir d'achat. Vous êtes fâché avec le pouvoir d'achat, c'est une expression que vous trouvez, c'est un oxymore. Je suis fâché parce que pour moi ça n'existe pas. On peut pas être fâché avec ce qui n'existe pas. Alors c'est pas tout à fait le sujet, peut-être vous en parlerez, c'est pas tout à fait le sujet du live. Et vous allez bientôt sortir Consommer sans détruire, qui est un livre collectif à la fin du mois, là, c'est dans une semaine. Que j'ai coordonné avec Philippe Moati, donc, qui est le cofondateur de l'Obsoco. Et je finis, vous êtes co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès. Tout à fait. J'en jette plus. Alors, ce que je vous propose, je vais commencer par vos mots à vous. C'est à sa capacité à transmettre des façons de parler, de penser, que l'on reconnaît une grande marque. Les marques sont au cœur d'une transmission culturelle qui consiste à projeter du sens et de l'imaginaire sur les biens marchands pour les rendre désirables en les dotant de récits. Alors, le sujet du live aujourd'hui, ces récits sont-ils en panne ? Alors, en fait, donc, je suis content que vous soyez parti de cette phrase parce que il se trouve que dans mon parcours intellectuel, j'ai rencontré il y a 25 ans ou 30 ans donc un philosophe qui s'appelle Régis Debray, qui avait donc créé une discipline qui s'appelle la médiologie. Et en fait, la médiologie, c'est la science des systèmes de transmission. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le travail de Régis Debray a consisté à opposer en fait la communication qui opère dans l'espace et la transmission qui opère dans le temps. Et moi, je pense que c'est la bonne clé d'entrée pour penser la marque, c'est-à-dire que la marque, c'est un opérateur culturel, politique et social. Donc c'est un sujet politique et pas un objet politique. Et donc ça veut dire que si on prend les marques au sérieux, il faut donc se préoccuper de la question de la transmission. Alors la transmission, elle se fait à plusieurs niveaux parce que une transmission culturelle, elle nécessite un socle technique. Et donc là-dedans, il y a des histoires d'innovation, notamment d'innovation technique. C'est-à-dire qu'une marque, c'est pas simplement une copule discursive. Évidemment, ça va émettre un discours. On va voir que ce discours doit s'adosser quand même sur un récit qui se nourrit d'imaginaire partagé. Et donc, la communication, ça arrive quand on a fabriqué tout ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui ? Parce qu'il y a une crise, justement, dans le système de transmission. Alors, on va essayer de comprendre quelles sont les causes de cette crise des récits marchands. On va s'intéresser aussi aux nouvelles marques asiatiques qui changent la donne. Je pense qu'on va parler de Chine, par exemple, entre autres.
Alors, on va parler d'IA, comment l'IA bouscule un petit peu le jeu ou pas. Oui. On en parlera pas très longtemps en tout cas, et on va essayer de se projeter, voir ce qu'on peut faire pour peut-être repenser ces imaginaires. Avant de rentrer dans les sujets que j'ai évoqués, je vous propose d'abord de définir les termes de ce débat. Alors, est-ce que rapidement, vous pouvez me dire, c'est quoi une marque ? C'est quoi un récit ? C'est quoi un imaginaire ? Alors pour moi, donc, la meilleure métaphore pour comprendre la marque, c'est celle de l'auteur. Une marque, en fait, c'est une fiction auteur, comme un écrivain. Parce qu'en fait, c'était la définition donnée de la littérature par Michel Foucault. Quand on lui demandait qu'est-ce qu'un auteur, il disait, en fait, derrière une œuvre, il y a la fiction de quelqu'un qui prend la parole. Et donc, pour moi, derrière la notion d'auteur, il y a la notion d'autorité. C'est la même la racine latine auctoritas. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'en fait un auteur ? C'est un émetteur de vérité. Au sens du XVIIIe siècle. Bon. Donc ça veut dire que c'est un être de langage, mais qui s'appuie quand même sur une certaine représentation du réel. Donc ça, c'est pour la marque. L'imaginaire, c'est un ensemble de valeurs, d'espoirs, de principes, de récits qui sont partagés, qui permettent de se représenter le monde dans lequel on vit, et surtout qui permettent de se projeter. Donc il y a la question du projet qui est absolument fondamentale, et on pourra en parler si vous voulez, mais la crise du récit, elle est liée à la crise du progrès. C'est-à-dire qu'on ne croit plus dans les récits, parce qu'on ne croit plus au progrès, et parce qu'on a remplacé la notion de progrès par la notion d'innovation. Ah oui, c'est paradoxal, parce qu'on est quand même dans un moment où tout le monde parle d'IA, de toutes les grandes technologies aussi. Alors on parle, c'est-à-dire qu'on a un discours qui est souvent autoprophétique sur la technique et la technologie. Sur l'innovation. C'est ce que Jacques Ellul appelait le bluff technologique, c'est-à-dire que le discours très souvent supplante les effets réels et la performance, et ça on le voit avec l'IA. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est cassé par rapport au siècle des Lumières, et le siècle des Lumières croyait au progrès technique, au progrès économique. Alors, ces deux-là, en fait, se sont produits, mais on croyait aussi au progrès moral, ça c'est la grande idée de Condorcet, et puis on pensait que les êtres humains seraient plus heureux. Et donc, le siècle des Lumières, en fait, croit dans des grands récits qui sont la liberté, l'émancipation, l'amour, etc. Et pour plein de raisons historiques, ces grands récits se sont fracassés. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas récent, hein. Je pense que ça date d'il y a une centaine d'années, parce que la Première Guerre mondiale a été un tel traumatisme que finalement, on a arrêté de croire dans l'idée que l'homme pouvait progresser moralement, et surtout, on a arrêté de croire dans des récits de projection. Bon. Et donc c'est pour ça que l'entre-deux-guerres, c'est une période très créatrice en fait, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent, les années folles, mais surtout de remise en cause d'un certain nombre de principes liés à la représentation, et c'est là qu'on va voir advenir en 10 ans la théorie de la relativité, la psychanalyse, l'art abstrait, le surréalisme, etc. Donc ça veut dire qu'il faut partir de cette crise du progrès et de cette crise de la représentation. Alors la différence entre progrès et innovation, c'est que le progrès est lié à une concertation sociale, c'est-à-dire on va discuter pour savoir qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble de la population, alors que l'innovation s'impose sans concertation. Et on voit bien sur l'IA qu'il n'y a absolument aucune concertation, parce qu'on connaît déjà les effets délétères sur le plan du marché du travail ou de la consommation d'énergie, mais pour autant, on a un discours glorificateur qui permet de cacher l'impensé, et l'impensé, c'est que de toute façon, ça ne peut pas marcher à terme, c'est pas possible. Alors, si on regarde, si on part peut-être des années aussi 80, ce qui était quand même les grandes années pub, qui commence avec en 84 la fameuse pub d'Apple. 83, la finale du Super Bowl. La finale du Super Bowl, etc. Vous verrez, 84 ne sera pas comme 1984, etc. Donc on parle déjà d'une dystopie. D'une dystopie.
On avait donc ces marques qui souhaitaient créer des imaginaires, peut-être on peut en dire un mot. Oui. Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? En quoi la situation aujourd'hui a changé ? Comment ça se manifeste, cette crise des récits ? Alors, je pense que les années 80 ont été les périodes les plus fastes de la publicité, notamment en France. Les années pub. Les années pub. La publicité était reine. Jacques Séguéla passait chez Pivot. Enfin, je veux dire, bon, il s'est passé quelque chose. C'est les clips aussi, etc. Enfin, voilà, c'est aussi l'invention d'un mode de communication par Benetton, qui est la communication au second degré. C'est-à-dire que les affiches d'Olivero Toscani ne véhiculaient pas tant du contenu qu'elles essayaient de produire ce qu'on appelle aujourd'hui du buzz. Donc l'idée, c'est pas ce que je dis qui compte, parce qu'en fait, je ne dis pas grand-chose. Ce qui compte, c'est que mon message va être repris, notamment dans les journaux télévisés, qui était le rituel quand même, le 20h à l'époque. Et en fait, je pense que quelqu'un comme Séguéla a tué la pub, parce que, oui, il a tué la pub parce que au-delà Jacques, de si tu te regardes. Au-delà de son narcissisme invétéré, parce que il a défendu une philosophie très précise de la publicité qu'on a appelée la publicité mythique. Et qu'est-ce que c'est que la publicité mythique ? C'est une publicité qui va partir du principe que les produits sont ennuyeux, les gens ont une vie répétitive, donc il faut projeter de l'imaginaire sur des produits, mais surtout, il faut opérer un décrochage entre ce qu'on raconte et la réalité du produit. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va nier la réalité du produit. Et il y a une très bonne définition que donnait Séguéla de la publicité dans un de ses bouquins. Il disait, la publicité, ça consiste à faire rentrer de la fumée par un tunnel et en faire sortir un train. Ben ça a tué la pub. Pourquoi ? Parce que ça n'a généré que de la suspicion à l'égard du discours publicitaire. Et en fait, aujourd'hui, on paye les conséquences de tout ça. Alors, quand je dis Séguéla, c'est un symbole, hein, c'est une profession qui a fait ça. En tout cas. Alors, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que il y a une crise du langage, une crise du récit, qui est d'abord une crise de la question de la représentation et de la capacité du discours publicitaire notamment à représenter la marchandise. Et donc ça s'inscrit évidemment dans un mouvement qui est ce qu'on a appelé le postmoderne, qui est la remise en cause de la notion de réalité. Bon, je renvoie notamment tout le travail de Baudrillard sur le simulacre, la simulation, et cette idée très baudrillardienne que la fiction a remplacé la réalité. Donc, c'est-à-dire que la réalité n'existe plus, et si la réalité n'existe plus, c'est difficile de s'accorder sur ce qu'est la vérité. Donc la conséquence, c'est une époque qui valorise le bullshit, le baratin. Avec en plus, en surcroît, peut-être la difficulté désormais à identifier les faits des fake news, etc. Oui, donc c'est une époque où les lignes se brouillent entre la réalité, l'intelligence artificielle aussi qui rajoute une couche dans tout ça. C'est un accélérateur. Il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le bullshit, le baratin, et la différence entre le mensonge et le baratin. Le menteur sait qu'il y a une vérité, mais il va la contourner, mais il y a quand même une vérité. Le baratineur fait comme s'il n'y avait pas de vérité. Mais vous trouvez qu'on baratine dans la publicité ? Je pense qu'on ne fait pratiquement que ça, oui, surtout en France. Parce que si on va en Angleterre, ou si on va au Danemark ou en Suède, où la publicité est beaucoup plus créative, beaucoup plus drôle, etc., où on crée beaucoup plus de complicité avec le spectateur, je dirais pas ça, mais en France, on a institutionnalisé le discours publicitaire comme une forme culturelle, et en fait, depuis très longtemps, ce discours tourne à vide. J'écoutais plutôt le podcast de Génération Do It Yourself avec le le président de Publicis, qui s'appelle le successeur de Maurice Lévy, c'est ça ? Voilà, Maurice Lévy, Maurice Lévy, qui expliquait que quand il a pris ses fonctions dans ce qui allait devenir après Publicis et même dans ses fonctions avant, il venait d'un univers où on était encore dans la propagande avec des publicités qui mentaient. Et donc, il y a eu toute une éthique de la publicité qui ensuite a été imaginée, mise en place. Vous estimez qu'elle est actuellement remise en cause, cette éthique ?
Alors moi, je n'adhère absolument pas à ce type de discours qui méconnaît totalement la signification de la propagande et les origines de tous les travaux sur la propagande. Le marketing, la pub, les marques, ce n'est que de la propagande. Mais sauf que la propagande, c'est pas nécessairement péjoratif, parce que il faut bien distinguer. Ça c'est tout le travail du philosophe Jacques Ellul, qui avait beaucoup travaillé là-dessus dans les années 60 et qui avait montré qu'il y a évidemment une propagande verticale de nature politique, qui est le propre des systèmes totalitaires, et une propagande horizontale, sociologique, qui fonctionne par contamination. Ça, c'est la publicité, et c'est donc tous les réseaux d'influence. Et ce que montre Jacques Ellul, et ça a été la grande idée, c'est que la démocratie se nourrit nécessairement de la propagande, qu'on ne peut pas éviter la propagande, et que le fait, par exemple, de lire ne nous... C'est pas un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. La propagande fait partie de la vie, mais encore une fois, faut-il fabriquer en amont le système que l'on va propagander. Et c'est là que le bas blesse. Mais au-delà du mot, qui est sans doute mal employé, il y avait quand même un peu... propagande, ça vient de propager. Ouais. Donc c'est de la propagation d'une idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? C'est un système de valeurs qui s'incarne dans les comportements. Ce que font les marques, c'est pas simplement de tenir des propos, c'est d'essayer de changer les habitudes, de créer des rituels, de transformer des routines en rituels. Ça, c'est très important. Donc c'est leur dimension culturelle. Pour ça, il faut nécessairement de la propagande. Quand même, je reviens juste un instant. On a quand même une éthique de la publicité qui s'est créée dans au XXe siècle. On est passé quand même de la réclame à la pub. Voilà, de la réclame qui mentait à la... Mais la réclame ne mentait pas, la réclame partait du produit. D'accord. La réclame, c'est un amplificateur du produit. Vous n'avez pas vu de différence si, parce cette que éthique c'est-à-dire que la réclame, c'est une photo grossissante du produit. La publicité, c'est la scénarisation d'un mode de vie et d'un imaginaire qu'on attache à une marque et puis à un produit. Donc on passe d'une culture produit à une culture marque. Alors vous dites aussi... Mais il n'y a pas d'éthique de la publicité. C'est-à-dire que la publicité, elle a été régie par des réglementations. Moi, j'ai commencé ma vie dans la publicité. Je travaillais chez Gray. On a vu apparaître la loi Evin, la loi Sapin, etc. C'est ça qui a fait bouger la pub. C'est l'État. C'est pas la pub qui... Donc il y a une régulation de la publicité. Mais évidemment, l'État a un rôle fondamental. Mais attendez, moi, je porte pas de jugement. On n'est pas dans la morale, le bien ou le mal. L'éthique, c'est ce qu'on estime bon pour soi et pour les autres. Donc, tout le monde a une éthique. Une éthique, ça se discute pas. Ce qui se discute, c'est la morale. Donc, il n'y a pas plus ou moins d'éthique dans la publicité qu'il y en avait dans les années 60 ou qu'il y en aura dans 10 ans. Ça, je crois pas du tout. Il y a plus de régulation. Il y a une nécessité de régulation, mais c'est comme la responsabilité. Personne ne croit que les gens vont spontanément se lever en disant « Ah bah tiens, j'estime que je suis responsable des générations futures ». C'est une fiction. Alors, on va venir justement sur le rôle des marques et du narratif des marques. Peut-être une question avant, c'est toujours sur la crise des imaginaires. Vous dites qu'il y a un responsable aussi, c'est le distributeur qui tient en fait un discours un peu de victimisation des certains distributeurs, tous ne le font pas, mais effectivement, il faut regarder ça au niveau du marché. Le marché s'articule une sphère de production, de distribution et de consommation, même si ces sphères sont poreuses, puisque dans l'économie de l'expérience, le consommateur devient aussi producteur de son expérience. Et en fait, ce que j'explique dans mon livre sur le pouvoir d'achat, c'est que le marché dans un pays comme la France, il est clairement tenu par le distributeur, notamment par le leader, et Monsieur Leclerc, qu'on entend sur les ondes tous les matins, qui fait office de ministre de la Consommation officieux parce qu'il n'y a pas de ministre de la Consommation. Oui, c'est même pas bis. On a un ministre du pouvoir d'achat, c'est dire la misère. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en 2008, la loi de modernisation économique, qui, comme vous savez, a permis aux distributeurs de déduire les marges arrière du prix de vente, donc de vendre à perte. Donc, c'est-à-dire qu'on a autorisé la vente à perte. Merci, Monsieur Sarkozy. Et donc, ça a créé une idéologie de la recherche du prix bas, de la guerre des prix, qui en fait n'a contribué qu'à détruire de la valeur économique. Et donc, ça, c'est, je pense, le point névralgique, c'est que le monde de la distribution s'est emparé de deux thèmes. C'est le prix bas et une économie sans friction.
Bon. Et par exemple, je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui vend des instruments de musique. Et il me disait, mais de toute façon, nous, structurellement, on peut pas tenir. D'ailleurs, là, on est à 2 doigts de feu, le magasin Paul Becher, qui a fermé ses portes il y a un mois, parce que il y a un différentiel de prix de 30%. Oui, mais de 30%. Donc, il y a une institution qui disparaît. Et derrière ça, en fait, c'est une crise des institutions. N'achetez pas vos instruments en ligne, allez-y. Non, mais c'est pas que les instruments, c'est que ce que je veux dire, c'est que on est dans une société de l'abondance et en fait on crée un récit sur la victimisation qui va s'incarner dans cette notion de gélatineuse de pouvoir d'achat. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est pas de vendre moins cher les marchandises, c'est de permettre à tous d'accéder à une vie décente. C'est le pouvoir de vivre, c'est pas le pouvoir d'achat. Et là, les rôles ont un marque, mais ça, les marques ont un rôle à jouer là-dedans, mais ça veut dire qu'elles ne peuvent jouer ce rôle que si elles proposent des innovations sociales, politiques et culturelles. Par exemple, l'économie circulaire, donc les modèles d'abonnement, par exemple dans le sport, ça permet à des gens de découvrir des sports et de dépenser moins. Donc il faut repenser la valeur, mais la valeur, c'est pas la dégradation du prix. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Monsieur Leclerc. Alors, on a Ingrid qui nous demande dans le chat, face au baratinage, est-ce qu'il est temps d'imaginer des récits de sincérité ? La sincérité, oui. Moi aussi, je suis un grand lecteur de Rousseau, des Confessions, les apparences m'accusaient, etc. Vous y croyez pas ? Mais si, j'y crois parce que je suis fondamentalement rousseauiste, mais je suis aussi peut-être naïf. Et oui, je crois à la sincérité, mais sauf que la sincérité, on l'a noyée derrière une notion qui veut pas dire grand-chose, qui s'appelle l'authenticité. Donc, il y a un moment, la question, j'en reviens aux imaginaires, quels sont les imaginaires que l'on veut instituer pour penser et explorer la société dans laquelle on a envie de vivre. Et là, les marques et les citoyens ont un rôle très important, mais ça ne peut passer que par de la concertation. Alors, j'y viens. Vous estimez que les marques sont politiques, par nature ? Alors, pas par nature, mais la marque peut avoir une dimension politique. Donc moi, je prends très au sérieux l'objet marque, mais sauf que l'objet marque, c'est un sujet politique. C'est-à-dire que c'est un auteur, mais qui va... pour moi, une marque, c'est un monde... En fait, c'est une utopie dans laquelle on va inviter des personnes à venir. Donc, ça veut dire que la marque va choisir finalement ses clients. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre la marque et le marketing. Le marketing est centré sur le client et ses attentes, et il répond à des problèmes. La marque est fondée sur un projet. Toutes les grandes marques qui structurent la société ont une utopie qui est très claire. Prenez l'utopie Ikea, l'utopie Apple, l'utopie McDonald's. On peut dire ce qu'on veut, McDonald's a permis à tout le monde d'aller au restaurant. C'est une utopie. J'aime beaucoup cette phrase de Umberto Eco que je vous ai entendu citer. N'espérez pas vous débarrasser des livres, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, Bic, au sujet de Bic. Oui. Bic, c'est la seule expérience de communisme qui a réussi. Oui, ça, c'est dans un de ses livres. Et c'est intéressant parce que, concernant la marque, on a souvent parlé du fait que la marque, c'est une parole, c'est un engagement. Ça, je crois beaucoup à ça. Donc, c'est une parole donnée qui doit être tenue. Donc, ce qui est important, c'est justement la compétence et la performance. C'est pour ça qu'on voit réapparaître dans des campagnes, je pensais à la campagne Vaseline, qui a eu beaucoup de succès, parce qu'on en revient aux usages du produit, les usages détournés, mais en fait à la réalité de la consommation. Donc, parce que derrière la crise de la vérité, il faut démontrer des choses. Donc c'est pour ça que le rapport au produit devient absolument fondamental. Donc on a souvent dit la marque c'est un contrat, et en gros c'est Darty qui a le mieux défini la marque avec son contrat de confiance, sachant qu'attention, c'est un oxymore, parce que s'il y a contrat, c'est qu'il n'y a pas confiance. Ça, c'est un autre sujet. Et en fait, est apparue la question de la raison d'être pour tout un tas de raisons sociétales. On va y venir. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être, ou un purpose, parce que c'est la même chose, c'est l'extension du contrat à l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est l'idée que le modèle qui s'est imposé dans le branding, en gros, c'est le modèle des parties prenantes, des stakeholders. En disant, la marque, en fait, est au cœur d'un certain nombre d'acteurs dans lequel on va mettre maintenant la planète, etc., les médias, les politiques, etc., les associations de consommateurs. Et donc, j'ai un engagement à l'égard de l'ensemble de ces acteurs. Donc moi, je crois à ça, donc c'est une force politique.
Donc, vous pensez... Donc, si j'allais vous poser la question... Une marque qui n'a pas d'utopie, c'est pas une marque, c'est ce qu'on appelle un trademark. C'est-à-dire, c'est un nom déposé, protégé, mais qui n'a pas d'imaginaire. Et 99% des marques sont des trademarks. Est-ce que vous retrouvez l'utopie dans les raisons d'être qui ont été travaillées? Oui. Ah oui. Oui. À partir du moment où on fait le travail sérieusement... Est-ce qu'il a été fait sérieusement? C'est ça? Oui, je pense qu'il a été fait sérieusement, mais pas forcément... c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est pas forcément un jeu de la communication. La raison d'être, ça se place au niveau de la direction générale. C'est-à-dire c'est une orientation déjà d'une entreprise, c'est ses projets, c'est sa vision à long terme. Donc c'est une capacité de projection. Donc, et c'est pour ça que les imaginaires sont importants. Parce que l'imaginaire, ça permet de se projeter dans un futur désirable. Donc quand il y a une crise du futur, une crise du récit, il n'y a plus d'imaginaire. Donc oui, je crois que certaines entreprises sont purpose-driven, c'est-à-dire qu'elles sont nées pour améliorer la vie des individus et de la société. Je prends Leroy Merlin, typiquement, on est là-dedans. Mais même Ikea dans un style différent, le modèle Ikea, ça consiste à appliquer les principes du socialisme à la suédoise et du protestantisme au marché de l'ameublement. Ça a parfaitement réussi. C'est bien vu. Mais oui, c'est-à-dire un monde où il n'y a pas de verticalité sociale. Est-ce que c'est vraiment aligné avec la culture française? J'ai pas la réponse, hein. Mais j'ai l'impression qu'avec cette histoire de raison sociale, pas de raison sociale, pardon, des raisons d'être. On a voulu en fait importer en France la fameuse question du why, inventée par le consultant Simon Sinek. Voilà, Simon Sinek, qui a fait ce TEDx qui a été repris partout dans le monde, et qui démontrait que effectivement, Apple avait avait monté sa puissance sur cette idée de répondre à la question du why. Et moi, quand j'ai vu comment se sont construits ces raisons d'être sur le marché français, on a eu l'impression plutôt à un exercice de style avec, alors je vais être un petit peu sévère, mais d'abord c'était comme une loi qui a permis qui a demandé aux entreprises de se tourner vers leur agence de communication. C'est super, ça faut refaire ça tous les jours. Ouais. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quelquefois une logique un peu d'exercice de style qui consistait à prendre quand même un peu des mots valises et les agencer de façon à ce que ce soit relativement compatible avec l'activité de la société. Et d'ailleurs, je trouve que dans les dialogues qu'on a avec les sociétés, c'est des choses qu'on remet plus tellement sur la table, hein. Elles ont un petit peu été enfouies maintenant, pas sous terre, mais ces raisons sociales. Je me demande quand même si c'est un succès, mais peut-être que... Que la com s'en soit emparée, ça c'est une évidence. La raison d'être, ça vient de quoi? Ça vient tout simplement la loi Pacte. Non, mais la loi Pacte, c'est venu après. Mais il y a un acte fondateur, qui en 1979, un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, qui va publier le principe responsabilité. C'est le livre de philosophie le plus vendu au XXe siècle, qui va être discuté au Parlement européen. Donc l'idée du livre, c'est que la technologie, et notamment le nucléaire, nous rend possible la destruction de la planète par les humains. Donc, on est responsable des générations futures au sens où on est responsable du fait qu'il faudra qu'il y ait des générations futures. Donc, il faut rendre le monde habitable. Et en fait, on en revient toujours à ce même thème, c'est l'habitabilité. La marque, elle doit rendre le monde habitable. Et en fait, pourquoi j'ai besoin des imaginaires? Parce que l'imaginaire, c'est ce qui me permet de me représenter un monde qui est habitable. La raison d'être, ça a quand même obligé des comités de direction à se poser des vraies questions sur l'utilité de l'entreprise et de la marque. Oui. Et l'utilité, c'est quelque chose qu'on a complètement laissé de côté parce que l'économie s'est largement défonctionnalisée. On vend essentiellement ce qu'on appelle des produits de croyance, des credence products. Un produit de croyance, c'est un produit pour lequel le client n'est pas capable d'évaluer lui-même la qualité. Donc c'est les cosmétiques, le champagne, le whisky, les cigarettes, le parfum. Et en fait, le marketing se gorge de storytelling pour ces produits parce que ce qui compte, c'est la narration, c'est pas le produit. Et donc, c'est dans ces industries-là qu'on s'est posé la question de la raison d'être, essentiellement.
Mais le Friedman de l'école de Chicago répondrait la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire des profits pour les actionnaires. Et c'est tout. Oui, mais moi, je suis pas du tout en ligne avec justement l'école de Chicago parce que je crois dans l'État-providence, je crois dans la solidarité, je crois que les marques peuvent améliorer la vie des individus et je suis pas du tout anticapitaliste pour autant. Sinon, faut pas être à la Fondation Jean Jaurès. On va poursuivre justement sur cette responsabilité des récits, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est vous dites que la nouvelle contradiction culturelle de l'ultracapitalisme, c'est entre l'ordre logistique et l'ordre écologique. Donc venons-en justement au sujet d'écologie. Donc la publicité participe à la construction d'un imaginaire que l'on estime désirable et qui entre aujourd'hui en conflit avec les contraintes environnementales. Oui, en fait, le capitalisme est nécessairement structuré par des contradictions. Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est un grand sociologue américain qui s'appelait Daniel Bell, qui a écrit un livre là-dessus, sorti en 1976, les contradictions culturelles du capitalisme. Et en fait, ce qu'il faut pour comprendre le marché, c'est mettre le doigt sur la contradiction. Parce que le rôle des marques, c'est de s'emparer de cette contradiction et de proposer une solution. Bon. La contradiction, comment est-ce qu'on pourrait la formuler aujourd'hui ? C'est un hiatus entre un discours hédoniste de libération, d'émancipation, de se faire plaisir par la consommation, etc., et un système de contraintes qui sont économiques, écologiques. Donc, ça rentre en conflit, et c'est pour ça que les marques qui réussissent sont les marques qui arrivent à résoudre cette tension. Je prends deux exemples. On annonce par exemple que la marque Muji japonaise va ouvrir donc sur la rue de Rivoli un espace de 2500 mètres carrés. Bon, Muji a répondu à cette problématique avec une philosophie très précise qui est fondée sur la valorisation du vide, de la nécessité, de l'essentialité. Donc oui, ça, c'est une réponse précise. Épuré pour ceux qui connaissent pas. C'est très japonais, enfin pour ceux qui connaissent et qui aiment le Japon. C'est-à-dire que on est dans le prix juste, parce qu'il y a la question de la justesse et de la justice, du prix et de l'objet. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un objet juste ? Ça, c'est une vraie question. Après, pour anticiper la question sur Chine résout cette contradiction. Vous trouvez bien sûr, elle résout cette contradiction. Mais sur l'écologie, c'est-à-dire que elle résout un type de contrainte qui est la contrainte économique. Mais elle résout pas la contrainte écologique. On peut pas tout résoudre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué aujourd'hui quand on gère une marque, c'est que on est dans une société qui nous soumet en permanence à des injonctions paradoxales. Donc, la rhétorique des marques a dû intégrer ces discours contradictoires qui, on le sait, créent de la souffrance. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on attend des marques, c'est de résoudre des contradictions. Et c'est pour ça que la solution, c'est certainement pas d'utiliser des mots gélatineux pour faire des plateformes de marque. C'est de s'engager dans une direction qui est assumée, mais qui forcément sera discriminante. Une marque ne peut pas plaire à tout le monde. Ça veut dire, alors là, je comptais vous poser la question plus tard, mais la direction doit être impliquée dans cette création de marque. Évidemment, la direction doit être impliquée et la communication vient après. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que la marque, c'est un outil de pilotage de l'entreprise. D'ailleurs, pour citer votre ami Séguéla, une phrase qui avait marqué les esprits, c'est quand à la télévision, il avait dit « Messieurs, moins de tests, plus de testicules ». Mais c'est ça qu'il faut. Là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il faut du courage. Mais le courage, c'est comme l'a montré Cynthia Fleury, dont on joue d'ailleurs le livre en pièces en ce moment, au Théâtre de l'Atelier, c'est ce qui est en train de disparaître. Alors on parle d'audace parce qu'on n'a pas de courage. Mais le courage, c'est d'affronter les vents contraires, c'est d'arrêter de parler des tendances, et c'est surtout de privilégier le contenu sur l'impact et sur le buzz. Parce que la communication, pour tout un tas de raisons, notamment techniques, avec des formats de 3 secondes, etc. Le contenu de ce qu'on fait, en fait. Oui, ce qu'on fait vraiment, en fait. Oui, le contenu, c'est-à-dire ce que j'appelle le brand content, c'est-à-dire c'est une marque qui a quelque chose à raconter, donc qui a une identité. Le récit. Et donc un projet. Une marque, c'est un projet. C'est une vision idéale d'une société. Et on rentre dedans, on rentre pas dedans.
Et alors, vous dites que les marques asiatiques on change la donne parce que ne procèdent pas nécessairement justement d'un projet de société. Oui, parce que tout le propos que je vous tiens est un propos totalement ethnocentré de quelqu'un qui a traîné ses guêtres à l'école des études en sciences sociales quand il était étudiant, donc a été influencé par Castoriadis, Marcel Gauchet, après qui a suivi les séminaires de Ricoeur, etc. Donc moi, je suis dans une filiation très claire philosophique, Debray, etc. Ça, c'est très clair. Donc, mon propos, il est ethnocentré. C'est sûr que si vous analysez des marques comme Samsung, Kia ou même BYD, on n'est pas du tout là-dedans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit intégrer une différence anthropologique dans la façon de regarder les marques. Par exemple, pour nous, on considère évident qu'une marque, c'est un partenaire, qu'il y a une relation, qu'on parle d'identité, de charisme, de marque, mais pas pour un Asiatique. Nous, on projette des caractéristiques humaines sur les marques, pas les Asiatiques. Tout ce que je raconte sur l'auteur, la vérité, etc., ça n'a aucun sens pour un Asiatique. Donc ça veut dire que on doit articuler, encore une fois, deux principes qui sont antithétiques. Mmh. Et donc ça veut dire que ça ne sert à rien de se battre contre ces marques. Il faut comprendre comment elles fonctionnent. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à un philosophe qui s'appelle François Julien, donc qui a beaucoup travaillé justement sur ce que la pensée chinoise nous dit de la pensée occidentale. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre l'évolution du marché des marques. Et est-ce que les marques asiatiques sont pas, elles aussi, tentées de se réinventer un peu pour conquérir les marchés européens ? Les marques asiatiques, en fait, elles sont intelligentes pour comprendre ce qui marche dans les modèles occidentaux, mais elles ont compris, je pense, une chose, c'est que comme il y a une crise des imaginaires, que les marques ne racontent plus grand-chose, donc elles n'ont pratiquement plus de contenu, eh bien, du coup, eux fabriquent des marques qui n'ont carrément pas d'imaginaire. Et Chine ou Temu en sont des bons exemples. Mais Amazon aussi. Donc en fait, derrière ça, il y a toute l'économie des plateformes, avec donc une économie sans friction, une logique algorithmique. Et donc, on ne s'embarrasse pas de produire un récit sur la liberté de consommer, le libre choix, etc. Parce qu'on sait que la consommation est prise dans des effets de structure. Alors, est-ce que ces grands récits qui ont disparu n'ont pas aussi disparu du fait de la fragmentation des canaux qui font qu'on n'a plus ces grandes campagnes de publicité? Oui, ça a accéléré ça. Mais ça, c'est l'outil qui accélère un fond anthropologique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir au fond anthropologique. Et donc, crise de la vérité, crise du récit, crise des imaginaires, crise des utopies, crise du progrès, tout ça, c'est lié. Est-ce que le contexte politique, géopolitique joue aussi ? Alors, ça crée une inquiétude supplémentaire. Et justement, le rôle de l'imaginaire, c'est que ça permet de se projeter. Donc, ça a une dimension qui est rassurante. Et surtout, c'est lié à une concertation et au fait qu'on partage des choses ensemble. Or là, on est quand même dans un discours dominant qui est sur l'archipélisation, l'atomisation, l'isolement, la perte du lien social. Alors qu'en fait, il y a des forces vives en France et dans d'autres pays pour faire les choses ensemble. Alors, on a Charlotte justement qui nous demande quel contenu de marque vous semble actuellement porteur de récits constructifs. C'est des marques dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des marques, par exemple, je pense à Leroy Merlin qui, plutôt que de considérer qu'on vend des outils, des marteaux, etc., qui sont dans la projection dans une forme de vie, comment je vais construire ma vie. Et dans cette vie, il y a la maison, il y a le jardin, il y a etc. Donc ça, pour moi, ça c'est une marque qui a très bien compris sa dimension politique. Peut-être quand même une question sur l'IA. On a dit qu'on parlerait d'IA. Oui. Moi, je ne l'ai pas dit, mais... Moi, je l'ai dit. En quoi l'IA complique la donne ? Je pense peut-être à la distribution, par exemple, on peut le dire. Avant, on s'exprimait sur le site, on ne peut plus parce que maintenant, le site va être de plus en plus distribué par les IA, des choses comme ça. Quel est en fait l'impact principal que vous avez détecté ? Alors moi, je suis pas un spécialiste de l'IA, mais moi, je pense que l'IA, en fait, ça accélère des mécanismes qui étaient déjà présents, et notamment le fait que finalement beaucoup de marques n'ont pas grand-chose à raconter. Donc du coup, que du contenu soit rédigé par une machine, est-ce que c'est vraiment problématique ? Mais il est évident que c'est pas l'IA qui va rédiger une plateforme de marque. Ça, j'y crois pas.
J'y crois pas. Moi, quand je vois dans des séminaires d'entreprise, faut le répéter. On demande à des participants de faire des exercices de plateforme, de créativité avec de l'IA, ça me glace le sang. Parce que, d'abord, on arrive à des choses extrêmement convergentes. Et il faut pas oublier que l'IA nous donne qu'une moyenne de ce qu'elle trouve sur Internet. Donc ça veut dire que comme la marque cherche de l'écart type, eh bien c'est pas sur l'IA qu'on va trouver ça. Donc l'IA, ça permet de mieux rédiger un texte, de le mettre au bon format, de lui donner un style particulier éventuellement. Mais l'IA, je le rappelle, n'a pas d'idée. L'IA n'a pas d'imagination. Et en fait, ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est capable d'imaginer des choses. Donc il ne faut pas se laisser engloutir par ce bluff technologique et il faut se battre tous les jours politiquement pour savoir ce qu'on désire comme société. Après, l'IA peut proposer des pistes. Et il faut un cerveau en amont, en aval. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez dans n'importe quelle bonne librairie à Paris, et Dieu sait qu'il y en a, vous allez au rayon littérature étrangère, littérature française, sociologie, etc. Des pistes, vous allez en avoir. Après, ce qu'il faut, c'est s'orienter là-dedans. Bon, ça, c'est un vrai sujet. Mais déjà, dans les livres, on a des choses. Dans les films, on a des choses. Collectivement, on lit plus assez de livres. Mais je ne sais pas, parce que j'ai du mal à savoir si on lit plus ou moins qu'avant. Vous voyez vos étudiants. Mais mes étudiants n'ont jamais vraiment beaucoup lu, donc c'est pas forcément la bonne toise. Bon, moi je constate que les libraires arrivent à se maintenir. Non, les gens achètent, la vente de livres ne baisse pas. Alors on achète d'autres types de livres, hein, ça peut être des mangas, des choses comme ça, mais finalement les gens lisent beaucoup, même si c'est sur des tablettes, sur des écrans, et que c'est pas forcément ce qu'on appelle l'objet livre. Non, on lit beaucoup de textes en tout cas. En tout cas, nous, on pense que c'est effectivement la culture et cette ouverture qui est essentielle, qu'on peut trouver aussi dans les agences, qu'on devrait pouvoir trouver dans les agences, oui, et puis dans les services de communication. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la question de la curiosité. C'est, je pense, un affaissement de la curiosité. Et ça, l'IA va renforcer ce mécanisme. La curiosité, c'est l'intelligence. La curiosité, c'est le fait que j'accepte d'être surpris. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans un monde qui est régi par des modèles probabilistes et donc dans lequel on va réduire l'incertitude. Et il n'y a pas d'imagination si je suis dans une logique de réduction de l'incertitude. Donc c'est aussi notre rapport au risque là qui est en jeu, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus le risque et donc on va se faire un petit peu trembler en faisant du buzz et en faisant de la provocation gratuite, parce qu'on sait que ça n'aura pas de conséquences, mais il n'y a pas vraiment de marque aujourd'hui qui propose une rupture politique ou anthropologique. En fait, on est dans un discours qui est mou, qui est consensuel et qui émane de gens qui... On a peur de cliver, désormais ? On a peur de cliver, mais c'est surtout, est-ce que les gens qui pilotent les marques ont encore des idées ? Permettez-moi d'en douter. Et là, l'école a un rôle important. Bon, moi, il se trouve que j'enseigne dans une grande école. Et une grande école, c'est une institution dans laquelle on apprend aux participants à réfléchir. Donc, on vient pas avec des réponses, on vient avec des questions. Ça change tout. Bon, donc chacun se fera son opinion sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on lit, ça, on l'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Pas forcément lire, parce que la lecture, encore une fois, les élus ne protègent pas de la propagande, parce que du coup, je vais considérer que tel auteur dit forcément la vérité parce qu'il est professeur à tel endroit ou qu'il a fait tel bouquin. Oui, vous prenez une lecture critique. Une lecture critique. Ce qui est important, c'est de revenir à des choses qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire la pensée critique, l'objectivité, se renseigner, chercher des... En fait, c'est faire la différence entre l'information et l'opinion. Quelle est votre recommandation aux marques, justement, pour réinventer et se réinviter, recréer ces imaginaires moi, je crois beaucoup, par exemple, au pouvoir des design fiction.
c'est-à-dire de toutes les tentatives de mettre en contact des organisations comme l'armée avec, par exemple, des auteurs de science-fiction. Parce que pour faire de la prospective, on finit par comprendre qu'il faut peut-être aller voir des gens qui ont imaginé d'autres mondes, bon, en l'occurrence des auteurs de science-fiction, mais ça peut être des scénaristes au cinéma, c'est-à-dire ce qu'on appelle un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va inventer un monde, un monde de sens. Donc c'est pour ça que je crois que la libération se trouve dans un domaine qui est le domaine de l'art, mais au sens où l'artiste est quelqu'un qui a des compétences, qui a un imaginaire et qui arrive à transcrire ça dans une esthétique. Tout le monde n'est pas artiste, parce que l'artiste nécessite des compétences. Et vous disiez qu'il faut aussi réveiller ces clubs de DIRCOM, c'est ça Je ne sais pas si c'est au niveau de la DIRCOM que ça se passe. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à ces sujets ont les mêmes lectures. Ils sont passés par les mêmes écoles, ce sont des écoles de commerce. Ils ont tous lu Kotler en marketing, ils connaissent les 5 forces de Porter. Donc des modèles qui datent des années 50, 60, 70. Et donc, comment voulez-vous qu'ils produisent des idées neuves alors qu'ils sont tous soumis au même régime de propagande? Donc il faut s'ouvrir, et pour s'ouvrir, on peut les aider en créant des rendez-vous, mais en les percutant avec des gens qui viennent d'un autre horizon et qui vont montrer une autre approche. Et c'est ce qu'on fait dans les sciences dures. Enfin, je veux dire, les cancérologues, pour pas rester dans leur ligne de nage et essayer de faire des découvertes, ils s'intéressent à la philosophie, à la littérature, à l'archéologie, etc. Moi, je suis fasciné par ce qu'on découvre en archéologie. Enfin, les gens qui travaillent sur les grottes, sur les mythes, etc., nous disent des choses absolument passionnantes. Mais est-ce qu'ils viendraient à l'idée d'un directeur de marque d'aller acheter un bouquin à la découverte de Joël Le Quélec sur les mythes des cavernes? Et c'est là, à mon avis, qu'on trouve des idées. Oui, je pense au livre de David Graeber qui avait très bien marché juste avant qu'il disparaisse, sur justement une relecture de tout, de l'origine des hommes. Graeber, au commencement, était l'humanité. Graeber est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais c'est vraiment quelqu'un qui nous manque énormément, parce qu'il est mort prématurément à 59 ans, lors de son voyage de noces à Venise en plus. Ah oui, mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a dynamité toutes les idées qu'on avait sur le travail, sur la dette, Alors évidemment, c'est un penseur qui était anarchiste, et c'est difficile quand on est... Mais ça secoue. Non, mais ça secoue, mais c'est surtout une intelligence hors norme. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens très intelligents. Eh bien, alors ça fait un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Benoît Heilbronn. Heilbronn, pardon. Oui. On vous retrouve sur LinkedIn un peu, quand même. On vous suit sur LinkedIn. Il faut vous suivre sur LinkedIn. On suit les notes que vous publiez à la Fondation Jean Jaurès, et puis donc les ouvrages bientôt apparaître. Merci. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette conversation, de nous le dire dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Aussi à liker et à vous abonner à la newsletter, comme ça vous recevrez toutes les informations sur les prochains épisodes de Nouvelle Jungle. Donc le podcast qui décortique les nouveaux débats auxquels sont confrontés les entreprises et leurs dirigeants. Je vous dis à très bientôt dans la jungle de Story Jungle. Merci Benoît. Merci.